Salah qui est niveau MVP. Yo yo yo, Comment ça va? ça va très bien et toi Romain? Ça va nickel. Écoute, En pleine forme, hein? euh, ouais, il faut qu'on soit en pleine forme. Bon, par contre, c'est quoi ce maillot que tu nous as ramené là? Il est C'est pas le bizarre un peu. moment, je sais que c'est pas trop le moment de mettre ce maillot là, mais on reste supporter dans les bons comme dans les très mauvais moments et en ce C'est vrai. moment c'est compliqué. Bon, ça va faire plus de 10 ans que c'est compliqué, mais C'est pas faux. Mais c'est la bonne attitude à avoir, je suis d'accord avec toi. Bon, Thomas, aujourd'hui on se retrouve pour le MLS Show numéro 29, si je dis pas de bêtises, non, c'est ça? le 30. Ah, le 30. Oh, bah, 30. oh. Le 30 pour la week 29. Alors attends, si tu m'as dit que c'était le 30, faut que je corrige ça sur, sur les réseaux. J'ai mis le 29. Attends, 2 secondes. Je fais en direct. Et ouais, comme ça, on est comme ça, on fait tout en direct. Le 29 est disponible sur YouTube, hein, notamment le replay de Ouais. l'émission. Ben voilà, ben, de toute façon, le replay sera sur celui-là, sur YouTube aussi. Ok, pied, sympa. Bon, c'est pas grave. On le mettra sur YouTube de toute façon. Bon, du coup, on va parler aujourd'hui de news. Le sommaire, pardon, excuse-moi. On a le sommaire sous les yeux. On a donc. C'est vrai que j'ai pas noté de news, mais on a quand même une news mince. J'ai pas pris de photo. Est-ce que tu as pris la photo de la news que tu m'as envoyée tout à l'heure? Non, j'ai pas pu, mais on en parlera juste Alors là, rapidement. ok, d'accord, pas de souci. Du coup, ouais, je vois que je suis en train d'être réglé en direct, c'est très drôle. Ouais, c'est le D'accord. réglé, c'est le réglé. Ok, ok, bye. C'est vrai, mais ils font tout ça en soi, ils règlent tous en direct, donc c'est pas un problème. Bref, du coup, au sommaire de l'émission, on va parler d'abord du match de fin de journée, de fin de week dimanche soir. On a le derby de Cascadia entre Portland et Seattle. Et enfin, les New York Red Bulls face à Philadelphia Union. Et on a eu des belles surprises. Donc, on va débattre de tout ça. Attends, 2 secondes. Je pense que d'abord, je vais fermer ma porte comme ça. Il y aura peut-être un peu moins d'écho. Attends-moi, hein. 2 secondes. Vas-y, vas-y, les aléas du direct. Comme tu disais, c'est les aléas du direct. Voilà. On est pas mal comme ça. On est prêt? T'es prêt à attaquer, Thomas? Allez, On va commencer par les news, du coup. prêt à attaquer, allez, let's go. Enfin, la news, la première news importante, c'est avant de parler du match de Saint-Louis, c'est du coup l'Inter Miami qui a enfin annoncé et dévoilé le projet de son stade, c'est ça? Exactement, qui normalement devrait arriver courant 2026. Donc, du coup, Ok. le nouveau stade de l'Inter Miami qui s'appellerait le Freedom Park. Ouais. On Voilà. en avait déjà vu quelques extraits il y a quelques jours, il y a quelques semaines, mais, euh, mais là, ça y est, c'est officiel. Ils ont enfin montré leur design, en tout cas. Vous C'est pouvez le ça. retrouver, le design, vous pouvez le retrouver sur le site, sur le Twitter de la Major League Mm, Soccer, mais aussi sur exact. l'Inter Miami, je suppose, enfin, sur le site internet. Vous tapez Freedom Park et vous le trouverez, c'est sûr. Avec la capacité du stade serait de 25 000 places. Ok, ouais, c'est pas plus mal, hein. Vaut mieux pas qu'il soit trop grand parce que sinon t'as du mal à le remplir. Parce que ben, Messi va pas rester éternellement à l'Inter Miami. Et vaut mieux pas qu'il soit trop petit parce que ben, après tu peux avoir trop de monde qui veut y aller. Donc ouais, écoute, c'est une capacité moyenne d'un stade de MLS et c'est pas plus mal. En tout cas, il est assez beau et ils vont mettre un parc tout autour de ce que j'ai vu. Donc Ouais, ça va c'est être ça, un gros c'est projet.
c'est dans l'air du temps, on va dire, avec toutes les nouvelles constructions qu'on a, où on voit de plus en plus de choses mises autour du stade, avec généralement un centre commercial, un parc, ce genre de choses qui permettent vraiment d'avoir beaucoup d'activités, de générer beaucoup de revenus pour la marque Inter Miami, notamment, du coup, dans le cadre du Freedom Park. Donc, non, non, intéressant. Ça rejoint aussi ce que New York City avait annoncé avec le Cube, qui devrait bientôt sortir de terre également, pour enfin que New York ait son stade aussi de soccer. Donc, non, non, ça montre que le championnat américain se développe correctement. Ben, au final, hormis Chicago, je pense, de tête, et Charlotte qui joue, les deux jouent dans leur stade de football américain, il y a que tous les autres équipes quasiment ont leur propre stade de foot, hein, non, Thomas, si je dis pas de bêtises. Faudrait regarder de tête comme ça, je pourrais pas te Je dire, sais mais que ouais, Los Angeles, le Red Bull là, le Salt Lake, Columbus, tout ça, ils ont leur propre stade, hein. Dallas aussi. ouais, Dallas, Houston. Donc, Il y a peut-être le Mercedes-Benz, mais le Mercedes-Benz, c'est de base le stade de foot oui, c'est d'Atlanta, vrai, hein. il est partagé, Avant, mais il est tellement avant d'être, exceptionnel, oui. voilà, c'est ça. Avant d'être le stade des Falcons. Ouais, ouais, tu vois, je regarde Vancouver. À Seattle aussi, le partage avec la NFL. Mais il est bien utilisé, il est vachement rempli. Donc en fait, c'est, ça me dérange pas quand ils utilisent un stade de NFL, quand ils arrivent à le remplir, tu vois. Mais malheureusement, à Chicago, tu vois, par exemple, ils ont du mal à le remplir, donc c'est dommage. Bah, New York, oh, excuse-moi, le Sporting Kansas, je sais qu'ils ont leur propre stade pour les filles. Donc je Mhm, suppose que pour les d'accord. mecs aussi, tu vois, c'est forcément d'ailleurs la pelouse du match face à Los Angeles, elle était exceptionnelle. La pelouse, c'était un billard, elle était incroyable. San José, je sais. Cincinnati, c'est sûr. Columbus aussi. Orlando aussi, il me semble, hein. Oui. Toronto. Philadelphie, sûr et certain, le Subaru Park. DC United. Montréal. Ouais. Montréal qui partage, c'est un stade de la ville, quoi, plutôt. Ouais, je crois, si je dis pas de bêtises, mais Et il voilà. faudrait, il Ouais, non, faudrait se dans renseigner l'ensemble. dessus, mais ouais, je pense que Dans l'ensemble, maintenant, ils ont quasiment tous leur stade. Donc, ça bah, montre la c'est cool, progression, ça quoi. montre. C'est ça, ça montre que voilà, le soccer peut-être réussirait peut-être enfin à se détacher de ses concurrents, on va dire entre guillemets, avec la NBL, la NFL et toutes les ligues Mm. que les États-Unis peuvent connaître. Donc c'est cool. C'est clair. Bon, écoute, on a parlé pas mal des news. On va passer directement, enfin, au premier match qu'on va débriefer. Donc, le Saint-Louis face à Los Angeles Galaxy. Saint-Louis City qui a accueilli Los Angeles Galaxy. Et on peut voir que ça a été un résultat assez surprenant, Thomas. Un résultat inattendu si on regarde d'une part le classement et si on regarde aussi les dynamiques. Mm. Alors, tu sais qu'il y a une stat quand même que j'ai trouvé qui est assez folle, c'est que, bon, Saint-Louis City, certes, n'est là que depuis l'an dernier, mais ils ont fait déjà plusieurs matchs face à Los Angeles Galaxy. En tout cas, ils ont eu des amicaux, mais je parle surtout en match principal, en compétition. C'est la première fois qu'il y a une victoire dans ces doubles confrontations. Il n'y a eu que des matchs nuls auparavant, des 3 partout, des 2-2, des 1 partout, des 0-0. C'est la première fois qu'il y a une victoire. Donc, c'est quand même fou comme statistique, tu vois. Bah ouais, franchement, c'est surprenant. Après, on sait que voilà, c'est des équipes qui sont réputées pour être assez spectaculaires Mm. et avoir une force offensive assez intéressante. Donc ça m'étonnait pas de voir des buts, en tout cas dans les rencontres, mais de là à ne pas avoir de gagnant d'un côté ou de l'autre, c'est vrai que la stat, elle est surprenante quand même. Voilà. Bon, du coup, pour parler du match, Saint-Louis, comme vous l'avez vu, s'est imposé 2-1. D'abord, a marqué dès le début du match grâce à un but de Cédric Teuchert, l'Allemand. Ils se sont fait égaliser par Gabriel Peck, le Brésilien du côté du Galaxy. Et Marcel Hartel a marqué le but de la victoire à la 68e. Donc on voit quand même
d'un côté, c'est vraiment la connexion désormais allemande hein, du côté de Saint-Louis. On sait que le directeur sportif est d'origine allemande. Lutz On Pfannestiel. exactement et ramène énormément. Pardon. Il ramène énormément de joueurs d'Allemagne, que ce soit qui ont joué surtout en Bundesliga 3, 2 ou Bundesliga tout court. Notamment Hartel, qui est un ancien joueur de Saint-Pauli qui est monté en première division cette saison. Cédric Teuchert qui a joué à Hanovre, etc. Donc, il y a une grosse formation, on va dire, allemande, oui, du côté de Saint-Louis, qui a un peu changé, on va dire. Ils ont perdu pas mal de joueurs, mine de rien, après leur super première saison l'an dernier, où ils ont fini premier de leur conférence. Cette année, on voit que c'est un peu plus difficile. Ils sont parmi, en tout cas, les bas-fonds du classement. Forcément, c'est la saison de la confirmation. Ils ont perdu des joueurs. Mais qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Saint-Louis? Est-ce que tu as été déjà surpris de voir leur exploit face à cette équipe de Los Angeles? Bah, si on regarde le résultat, je pense que la physionomie du match, surtout, je pense que c'est une victoire qui est pas volée de Tu as leur les part. stats, hein, du coup. Ouais, bah, du coup, je vais les mettre comme ça nous permettra d'appuyer ce qu'on dit. Je trouve que dans la domination, dans le nombre d'occasions, le Galaxy tire plus et cadre plus, mais c'est pas non plus une surdomination. Ça a été un match relativement équilibré, avec des équipes assez proches au final sur la rencontre. Donc, Saint-Louis a été beaucoup plus efficace que le Galaxy, je trouve. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Donc non, non, c'est positif. Et puis surtout, ça met fin à six matchs consécutifs sans la moindre victoire. Donc ça reste quand même un statement assez important. Et surtout dans la position dans laquelle Saint-Louis se trouve, c'est bien pour eux. Ouais, je veux qu'on débatte un peu de Saint-Louis avant de parler un peu du Galaxy parce que ouais, on voit que dans cette victoire, ils l'ont pas spécialement volé en termes de stade. Dans le jeu, ils ont eu des occasions, ils ont été plus cliniques que le Galaxy. Le Galaxy a eu des occasions, ouais, mais a été moins clinique. Et puis, pour une fois, la défense de Saint-Louis n'a pas cédé. Euh, et puis ce que je voulais dire, c'est, enfin, par contre, là où j'ai été un peu déçu, c'est peut-être que Saint-Louis a commis peut-être trop de fautes, a été par moments trop agressif. Ils ont quand même pris 4 cartons jaunes et c'est des sacrées fautes. Hein. Je pense que malheureusement, ils ont un peu haché le match en deuxième partie de match et de rencontre, pardon. Et ça a été un peu plus compliqué d'avoir du beau jeu en tout cas, non? Bah, après, je pense que là, au point où ils en sont, je pense que ils sont un peu moins regardants, on va dire, sur la qualité du jeu proposé et que voilà, ils ont compensé par d'autres ingrédients qui leur ont permis de rester dans le match et de réussir à garder le score en leur faveur. Ouais. C'est sûr, à ce moment-là, il faut prendre que des points. Bon, après, tu joues pas non plus la relégation, mais c'est sûr, le plus important, c'est les points avant tout. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis, tu bats quand même le Galaxy qui était premier de la conférence. Donc, C'est ça. ça reste un exploit. Et je pense que les supporters et les joueurs retiendront que le résultat et la fin de cette série négative pour eux. Ils sont d'ailleurs actuellement 13e de leur conférence sur 14. Donc bon, pour le moment, ils sont avant-dernier, à égalité avec le Sporting Kansas. Et ils sont à 9 points de retard du premier barragiste, donc Minnesota. Est-ce que tu penses qu'avec 9 points de retard, et il leur reste plus beaucoup de journées, hein, si je dis pas de bêtises, 7 matchs, pardon, tu penses qu'ils peuvent rattraper leur retard? Moi, je pense que ça va être quand même compliqué. Peut-être que c'est un peu trop tard pour, Hmm. pour se réveiller. Et puis, il y a quand même beaucoup d'équipes à passer. Il faut que beaucoup d'équipes aussi devant eux fassent des mauvais résultats. Donc je pense que tu peux peut-être grappiller quelques places, mais de là à accrocher un barrage ou des playoffs, je pense que la marche elle est un peu trop haute malheureusement. Ok. Et du coup, pour l'année prochaine, si, bon, forcément, ils font pas les playoffs, est-ce que tu penses qu'ils vont continuer sur cet ADN
américano-allemande, peut-être? Ça peut être intéressant, ça peut, je pense, être quelque chose de positif. Il faudra surtout trouver un entraîneur en chef, parce que là, tu bricoles avec un entraîneur intérimaire, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Oui. Il va falloir voir à qui tu donnes les clés de cette équipe pour peut-être déterminer un nouveau projet éventuellement, ou sinon, ben, encore plus appuyer cette ADN germanophone, pardon. Oui. Et Germanique, du coup, ouais, américano-germanique. ouais, et du coup, mettre un entraîneur soit germanophone ou qui a déjà travaillé en Allemagne, quoi. Hmm, ouais. C'est peut-être, en vrai, en tout cas, c'est, comment dire, une ADN assez intéressante. Un projet assez intéressant, je trouve. C'est un projet unique qu'on n'a pas en MLS, donc c'est intriguant. Et juste pour conclure sur eux, est-ce que tu as une pépite ou un joueur qui t'a marqué cette saison du côté de Saint-Louis à retenir? C'est difficile, il y a eu... Moi, le joueur que j'attendais beaucoup, c'était le joueur drafté, le milieu de terrain, Osei Kijima, que j'avais trouvé intéressant. Sur le peu de matchs que j'avais vu de lui. Mais malheureusement, je trouve qu'il n'a pas réussi à apporter ce qu'il devait apporter. Donc, à part dire Edward Leven, que, voilà, que je trouve toujours aussi bon. Élégant. Déjà l'an passé, il l'était. Il l'était déjà l'an passé. Et là, il est très décisif pour son équipe. Je vois pas de réelle satisfaction côté Saint-Louis. Toi, je sais pas si tu en as une en tête. Bah, forcément, Edouard Leven, c'était l'un de nos joueurs chouchous, on va dire, l'an dernier. Donc, c'est toujours intéressant de l'avoir. Après, ben, il y a Burki qui est toujours décisif, malgré les nombres de buts encaissés. Après, ils ont eu pendant un petit moment Joao Klos aussi qui était absent, qui avait plutôt bien débuté la saison, qui a été absent, qui a loupé pas mal de matchs. Donc, C'est c'est vrai qu'ils ont beaucoup jonglé sur forcément. la pointe de l'attaque entre Joao Klose, Samuel Adeniran. C'est Il y a eu ça. beaucoup de turnover. Ouais. Beaucoup de Ils ont blessures, recruté beaucoup de. Simon Baker ou Becher, mais je pense que ça se dit Baker Ouais. en Norvège, je crois, au Danemark, pardon, un ancien de Vancouver. Ils l'ont recruté, il a 25 ans, il a joué que 2 matchs, mais il a déjà marqué un but. Donc pourquoi pas, il peut être l'une des révélations. C'est sûr que celui qui est en forme en ce moment, par contre, c'est Marcel Hartel qui, dès qu'il est arrivé, il a tout de suite planté, tu vois, notamment Bah, je pense que en ça peut League être lui Cup. qu'on pourrait. Je pense que ça peut être lui qu'on peut retenir en Il vient positif. d'arriver, hein, mais il devait arriver pour la League Cup. Il a déjà planté et plus en championnat aussi. Donc, ça peut être une belle surprise. Ouais, ça peut être le joueur qui permet justement à Saint-Louis de repartir vers du plus de positif en tout cas, parce qu'il a l'air d'être sacrément efficace et Mm. de, de mettre des buts et de faire des passes pour permettre à son équipe de remporter des matchs. Et ce qui est fou en plus, c'est qu'il n'y a pas que. Il y a déjà 5 joueurs allemands, mais tu as aussi Roman Burki qui a joué en Allemagne, qui est suisse, donc germanophone. C'est assez fou, il y a une vraie connexion. On passe du coup au match de. Pardon. Au match de Los Angeles Galaxy. Euh, Pas de. Il y avait Marco Reus, mais il n'y avait pas Ricky Puig cette fois-ci. Est-ce que du coup, tu as été surpris qu'il se fasse surprendre au final? Ou est-ce que tu disais toi, quand même que sans Ricky Puig, il pouvait avoir du mal comme ça? Bah, je me disais que forcément, tu perds un joueur de la qualité de Ricky Puig qui n'est pas là. Forcément, ça va se ressentir dans ton jeu, surtout qu'il fait partie Qui était des, suspendu, hein. des éléments les plus importants, voire moteurs de l'équipe du Galaxy. Mais tu conservais quand même de la qualité. Tu avais quand même Brugman, tu avais quand même Gabriel Peck qui est sur une très très belle dynamique en ce moment. Tu as toujours Joseph Painsil qui lui aussi a fait un début de saison tonitruant. T'avais aussi un Jalen Neal qui revient en tant que titulaire en défense centrale à côté de Yoshida. Donc tu gardais quand même de très belles armes pour faire la différence face à une équipe de Saint-Louis malade. Et malgré tout, je trouve qu'ils ont quand même balbutié, hein. Ça a été très compliqué d'avoir une équipe. J'ai trouvé l'équipe un peu brouillonne dans Hmm. son jeu.
On avait notamment aussi des expérimentations de la part de Greg Vanney où Jovelic était sur le banc, c'était Pencil qui du coup était avant-centre. Donc j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu, où il a voulu en venir. En tout cas sur la première mi-temps ça s'est vu parce que la première mi-temps j'ai trouvé très 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 moyenne de la part du Galaxy. Ils se sont repris notamment avec l'entrée de, ah j'ai oublié comment il s'appelle, le numéro 27. J'ai un trou de mémoire, j'ai plus C'est pas son des nom. cadeaux. Non non non, Laisse-moi, Miguel attends, Berry je crois. Miguel Miguel Berry, Berry si je oui. dis. Avec l'entrée de Miguel Berry notamment du coup Oui, c'est ça. qui a pris l'axe du terrain et Pencil s'est retrouvé du coup sur le côté gauche. Bah, c'est bizarre Là, de on mettre a. quand t'as Berry et Joveljic qui sont tes deux neufs en soi sur le papier, de pas les mettre et de les mettre les deux sur le C'est banc, pour c'est un peu ça. bizarre. C'est pour ça, je trouve que Vané, il a un peu péché par excès de confiance. Après, je sais pas si peut-être Jovelic ou Miguel Berry avait un pépin avant la rencontre, mais en tout cas, les expérimentations qu'il a faites, il les paye sur cette rencontre. Et moi, je suis très déçu de la proposition et du contenu que le Galaxy a pu nous montrer sur la rencontre, en tout cas. J'ai vérifié, Thomas, jusqu'à présent, Ricky Puig a loupé au total cette saison 5 matchs de MLS. Et à chaque fois pendant son absence, enfin, en tout cas, c'est la première défaite en l'absence de Ricky Puig en MLS pour le Galaxy. Il n'avait fait qu'un match nul contre Seattle en début de saison. Et après, il avait été absent pendant 3 matchs pour blessure. Et ils avaient gagné ces 3 matchs-là. Donc, le Los Angeles Galaxy s'est joué, mine de rien, sans Ricky Puig. Mais sur ce match-là, il leur a manqué en tout cas. Il leur a manqué surtout, je pense, dans les 30 derniers mètres, où c'est là où je trouve que ça a été énormément brouillon. Marco Reus, on l'a très peu trouvé au final, À ce il que n'a j'allais pas te réussi demander, à qu'est-ce que tu en peser. penses de Marco Reus? Ouais, il a pas, bah, il fait un super premier match, il est buteur, il est passeur, donc tout est censé être bon et aller pour le mieux pour lui. Mais sur ce match-là, je l'ai trouvé emprunté, je l'ai trouvé un peu dans le siège de ses coéquipiers en fait, hein. On a vu que c'était vraiment toute l'attaque du Galaxy qui était un peu enrayée et lui il n'a pas réussi à sortir du lot ou à mettre un peu prendre tout le monde sur son dos et faire la différence. Après, faut relativiser, c'est que ses débuts avec le Galaxy, c'est sa première titularisation. Bon, voilà, c'est aussi normal que Marco Reus ne soit pas tout de suite ultra décisif pour le Galaxy. Il va falloir attendre, je pense, quelques matchs pour qu'il puisse enfin bien s'adapter, connaître un peu le jeu proposé par son coach et surtout les déplacements de ses coéquipiers autour de lui. C'est que son deuxième match en plus officiel, hein. Le premier, C'est c'est vrai ça. qu'il a eu un but, une passe décisive, c'était parfait, mais il y avait Ricky Puig aussi à ses côtés. Donc je pense que maintenant, il va dire au petit Espagnol d'éviter d'être suspendu beaucoup de matchs, d'éviter de prendre des cartons, parce qu'on voit bien qu'il est essentiel. Thomas, on a plutôt pas mal parlé de ce match-là. Si, juste pour conclure, on voit que du coup, petit point de classement, Los Angeles Galaxy est à 52 points. On a le Los Angeles FC derrière, 5 points derrière, mais 3 matchs en retard. Est-ce que sur ces 3 matchs en retard, le Los Angeles FC va passer devant le Galaxy? Je pense que oui, mais ce sera pas si évident que ça parce que là, on sent un peu un On peut jouer à un point. LAFC. Ouais, peut-être perdre quelques points sur un des matchs. Parce que là, le LAFC, je les trouve un peu dans une petite spirale négative. Bon, ça fait que 2 matchs avec la défaite en finale de Leagues Cup et là, Hmm. la défaite contre Houston. Donc à voir. Ouais. Il va falloir qu'ils se remettent sur le bon chemin. Mais ouais, pourquoi pas. En tout cas, on va voir. Ça va être super intéressant de voir cette fin de D'autant saison plus, entre d'autant plus que si je dis pas de Los bêtises. Angeles. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, Pencil est suspendu. Il s'est pris un carton jaune, donc il est suspendu pour le prochain El Trafico qui va avoir lieu bientôt. Il s'est pris ce Ce carton. week-end. Ben voilà. Après la trêve, le week-end du 15. Il s'est pris un jaune à la 93e minute. Ah oui, je m'en rappelle, le jeune stupide, parce qu'il a Et râlé. oui, c'est ça. Et oui, il se prend un carton jaune. Et je pense que voilà, ça c'est des petits détails qui peuvent faire des très grosses différences
dans la course à la conférence. Donc, Après, bon, à il n'y a voir. pas Pencil, honnêtement, on connaît déjà sa formation, hein. Ça va être Facundo à gauche, Ouais, Fagundes. Gabriel Peck à droite, Ricky Puig et Marco Reus au milieu, en tout cas, ou offensivement. Peut-être ouais, Et, peut-être Puig dans la et ligne de 2 Joveljic et en attaque. ouais, peut-être Roy Tu- 110 ou je ouais, sais c'est ce pas que j'allais dire. honnêtement, il y a des Tu penses mettre plutôt qui en 10 Reus ou Ricky? bah moi en fait, je me dis que Ricky Puig, tu peux peut-être l'installer dans les deux milieux dans le double Ouais, c'est ce pivot que un je peu plus pensais bas. aussi. Tu vois, je pense qu'il peut du coup faire le lien et amener du coup les ballons à Marco Reus en tant que numéro 10. Après, tu peux aussi tester Marco Reus en poste de numéro 9, hein, ça peut aussi se faire. Avec Ricky Puig en soutien, ça peut aussi, je pense, être une option Ça, envisageable pour Greg Vanet quand même. ça peut être intéressant, c'est clair. Mais après, ça On... manquerait peut-être de finition et d'un C'est joueur sûr, vraiment dans la surface. c'est sûr, c'est sûr. On parle du second match, Thomas. Le second match qu'on voulait aborder, c'est le. Alors, si tu m'as mis dans le bon ordre, c'est le derby de Cascadia. Voilà, parfait. Le derby de Cascadia entre Portland et Seattle, le fameux derby du nord des États-Unis, celui où le vainqueur coupe une bûche, ou C'est pour ça que j'ai visiblement mis en des. titre. C'est pour ça que j'ai mis en titre de ce MLS Si Show Seattle, Portland si ouais. Seattle, ouais, justement. Ouais, si Petit Seattle, clin putain, d'œil. pas mal. Ou visiblement je pêche du poisson, du gros poisson, hein, parce qu'on a vu les célébrations après dans les tribunes, il y a des mecs qui sont arrivés avec un méga poisson pour le montrer à tout le public. Ça a fait bien délirer tout le monde. Bon, on va parler plutôt du match. Donc, Portland s'impose 1-0 face à Seattle sur un but de Juan Mosquera. Portland qui avait quelques absents, notamment Christian Rodriguez, hein. On le sait que la recrue de cette année s'est très bien intégrée à l'effectif. Mais malgré ça, ils ont su faire prendre leur revanche, en tout cas cette saison, parce qu'ils avaient perdu à Seattle. Donc là, Portland va gagner chez eux à domicile. Et on le sait très bien que c'est une victoire importante dans ce derby, hein. On sait que voilà, c'est toujours important de remporter des derbies. Ça peut parfois même sauver des saisons ratées. Et puis non, Portland en vrai, c'est un peu aussi dans la dynamique. Je trouve que au début de saison, ils enchaînaient le très bon puis le très mauvais. Et le très Et là, mauvais, ouais. ouais, et là, on commence peut-être à se stabiliser, à trouver un rythme de croisière assez intéressant pour Portland. Et tu viens valider cette bonne période par une victoire dans un derby. Donc, et puis, c'est jamais facile de battre Seattle, qui reste quand même une équipe toujours placée dans les bons coups et dans les places avancées du classement. Donc, ça reste une excellente performance pour Phil Neville et ses joueurs. Oui, une excellente performance quand tu es privé, en tout cas, de Jonathan Rodriguez, même de Mora, ton buteur, hein, Felipe Mora, qui avait mis un doublé la semaine dernière, mais qui avait pris un rouge derrière. Euh, et malgré ça, tu arrives à faire un super match, notamment grâce à un bon Evander et puis un Mosquera qui était à l'affût d'une frappe contrée. Bon, il a vraiment beaucoup de chance, hein, sur le but, mais fallait le mettre et ça a débloqué la situation en tout cas. Ouais, parce que c'est vrai que ça a été un match plutôt fermé. Je vais mettre les stats comme ça, Mm. on pourra s'appuyer dessus. Ça a été un match, je trouve, assez fermé quand même au final, avec très peu de tirs cadrés dans la rencontre. C'est ça, peu d'occasions Euh, franches en fait. c'est ça, exactement. Notamment une première mi-temps où j'ai trouvé Seattle assez intéressant. Je pense que c'est eux qui avaient le Le ballon, le contrôle du jeu, monopole, entre ouais. guillemets, voilà, avec un Pedro de la Vega intéressant. Et surtout, j'ai oublié l'ailier gauche de 24 ans, 26 ans, Rosro. Rossrock, Bah lui là, lui c'est une très belle découverte. Honnêtement, ouais. j'ai pris du plaisir à le regarder. Des beaux gestes techniques. Il a vraiment une belle qualité technique et c'est un très bon ailier de MLS. Et ça peut être aussi
une belle surprise pour Seattle en vue de la post-season. Et puis en deuxième mi-temps, on a eu Portland qui est revenu peut-être avec un Mosquera un peu plus haut. Hein, et Un on vrai sait que piston, lui, lui, hein. voilà, on sait que c'est un joueur qui est beaucoup plus porté vers l'attaque qu'en défense. Et il l'a montré, il a eu des occasions de prendre les espaces et de contre-attaquer avec notamment les trois de devant, donc Evander. L'attaquant, j'ai plus son nom, malheureusement. Celui qui est remplacé. C'est Qui Toy. remplaçait. Voilà. Ah oui, Mason Toy, parfait. Mason Toy et Anthony, notamment. Et Mm. il s'est montré à son avantage avec ce but contré, certes, mais un but très important qui donne les 3 points à son équipe. Le petit Rossrock, il a déjà quand même joué 18 matchs de MLS cette saison. Alors, il a pas toujours été titulaire, mais je pense que c'est surtout lui qui a remplacé Pedro de la Vega quand il était blessé pendant un petit moment. L'Argentin, d'ailleurs, c'est peut-être lui qui a eu l'une des plus franches occasions, mais qui a été contré, hein, dans la surface, là, son enchaînement côté droit, où il élimine un joueur et puis il va frapper, mais il est contré au dernier moment par le défenseur. Sa frappe, en tout cas, elle était cadrée et elle était dangereuse. Ouais, il a manqué quand même pas mal de choses à Seattle, hein. Ils n'ont Il pas a montré manqué de non plus l'efficacité, ouais. qu'ils Il a voulaient manqué de gagner non plus, tu vois. l'efficacité. On a eu beaucoup de situations, on a eu beaucoup de situations dans la surface, notamment des centres euh, et des sauvetages un peu in extremis de la part de Portland qui a réussi à tenir avec des belles valeurs et une combativité franchement à noter. Et c'est justement pour ça que je voulais faire une petite mention à Kamal Miller, le défenseur central de Portland, que j'ai trouvé héroïque sur la rencontre. Vraiment, dans tous les bons coups défensifs, c'était lui qui était euh, sur les tacles, il se jetait, il était toujours traîner le pied, il a écœuré, je pense, aussi les attaquants de Seattle, et puis ça montre aussi les vertus que Portland est capable d'avoir, parce que on les connaît notamment pour leur force offensive avec Evander et toute la clique, mais derrière, ils possèdent quand même des très bons joueurs, notamment Diego Chara au milieu de terrain et un Kamal Miller qui sont quand même des joueurs d'expérience et qui voilà, permettent aussi de garder un certain équilibre pour Portland. Et c'est une aubaine pour Phil Neville de les avoir dans son équipe. Et puis aussi, tu as mentionné un milieu de terrain, moi je veux mentionner l'autre, le petit jeune David Ayala, l'Argentin, qui est formé à l'Estudiantes. J'étais obligé de le placer, accompagné aussi de l'autre arrière gauche, c'est Bravo, hein, aussi Ouais. argentin. Donc ils ont une petite paire, un mixte argentin-brésilien. Et puis aussi, ils ont euh, des, euh, des Canadiens, hein. Tu parlais de Kamal Miller qui est canadien. Et on a aussi le gardien, forcément, Maxime Crépeau, hein, le Ouais. Canadien aussi. Décidément, ce soir, j'y arriverai pas, hein. Et par Kamal Miller, c'est ton nouveau Moïse Bombito ou Derek Cornelius, même s'il n'a pas le même âge. Non. Non, honnêtement, je trouve que il a fait il a fait un match de patron et c'est cool des fois aussi de mentionner, de notifier les défenseurs. Aussi, bien sûr, c'est sûr, Donc c'est pour ça que voilà, je voulais quand même glisser un petit mot, c'est un sûr. petit mot sur sa performance. Petit point sur le classement, du coup. Donc, avec cette victoire, Portland passe devant son adversaire du soir, Seattle. Ils sont donc désormais trois équipes à 40 points, Portland, Houston et Seattle. Euh, Ils sont d'ailleurs à égalité je vois, de matchs joués. Portland, donc sixième, Seattle huitième, Paragis pour le moment. Qui va finir devant l'autre, Thomas? Je veux que tu te mouilles à la fin de la saison. Je mettrais Seattle que devant avec l'expérience. D'accord. Parce que, on rappelle, Seattle, ça a très mal débuté. Ils sont très bien repris, mais ils sont encore un peu inconstants ces derniers temps. Tandis que Portland a très bien débuté, très mal ensuite continué. Puis ils sont repartis très fort, puis ils sont repartis très mal. Enfin, c'est vraiment des roller coasters, des montagnes russes, un yo-yo complet Portland, mais ils ont peut-être l'air de bien finir, non?
Ouais, oui, ils finissent bien, mais après, comme tu l'as dit, ça C'est reste par quand même une série en équipe fait. Portland, inconstante. c'est par série, voilà. Et on ne sait pas jusqu'à quand la série va durer. Ils sont capables d'enchaîner 4 défaites sur les 6-7 derniers matchs qui restent. Donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que je C'est ça. mise plutôt sur Seattle, qui est plus une valeur sûre en MLS. Où voilà, j'ai des certitudes, où je pense ils sont capables sur le sprint final, enchaîner les bons résultats et prendre les points qu'il faut. Hmm. Ok. Bon, ben c'est bon. Tu t'es mouillé, c'est ce que je voulais. On finit par le dernier match, Thomas. Le Let's dernier go. match. Donc, du coup, eh ben forcément, j'ai oublié de tête. Le dernier match entre Philadelphie et New York Red Bull. Le New York Red Bull, donc, qui accueillait Philadelphie. Et on a eu le droit à une petite surprise, hein. Peut-être qu'en début de saison, j'aurais peut-être pronostiqué ça. Mais au vu de la saison de chacun, j'aurais pas pronostiqué ça. Surtout une défaite aussi sèche pour New York Red Bull, hein, dès le début du match, qui n'a Après, jamais réussi à revenir dans la partie, en fait. ouais, ouais. Après, quand on regarde les confrontations entre les deux équipes, c'est vrai que Philly réussit énormément à gagner face au Red Bull. Je sais plus si, je sais pas, sur les 14 derniers matchs, ils ont, je crois que, je sais Bah, pas c'est s'ils leur ont bête pas noire. perdu. Ouais, Philly est la bête noire de New York. Et Laisse-moi puis vérifier ça. surtout, vas-y, je te laisse vérifier en attendant, je Vas-y, continue. Et puis vas-y, surtout, ah, continue, vas-y. continue. Et puis surtout, moi, ce qui me déçoit côté Red Bull, c'est les entames de match. Et je crois que c'est la troisième équipe de la ligue, je crois, en termes de buts encaissés sur les débuts de rencontre. Et là, Ah oui, tu te mets en fait une balle dans le pied directement en étant mené 2-0 au bout de 15 minutes de jeu, quoi. c'est ça. Ta stat était totalement bonne. Depuis 2019, ils n'ont pas gagné un match. Enfin, dans cette confrontation, New York, ça fait 14 matchs qui n'ont plus gagné, 14 rencontres qui n'ont plus gagné face à Philadelphie. C'est assez fou comme stat. C'est rare quand même en MLS, vu le nombre de fois qu'ils s'affrontent régulièrement. C'est vraiment la bête noire. C'est vraiment voilà, c'est vraiment l'équipe qui arrive à battre New York, qui a trouvé le bon plan pour les taper à chaque fois. Merci du coup Thomas pour cette stat. Je vais parier 1000 € la prochaine fois pour, sur Philadelphie ou nul face au New Bon York après, Red Bull. j'espère que ça n'arrivera pas le jour où bizarrement New York gagnera. C'est ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais bah, écoute, ça se peut, on a parlé de ça. Ils vont mettre peut-être fin à cette mésaventure dès la prochaine fois. En tout cas, je vais vérifier. Est-ce qu'ils peuvent s'affronter à l'heure actuelle si on prend le classement en playoff? Pas pour le moment, hein. Il faudrait que Philadelphie. Ouais, non. Ils pourraient s'affronter en playoff, forcément, mais il va falloir que Philadelphie bah, se qualifie déjà en playoff et puis qu'ils arrivent à passer les ogres de l'Inter Miami ou de Cincinnati, ce qui serait très compliqué. Ouais, Donc j'ai envie je de te pense dire, que ouf pour New York. ouais, New York, eux, ils sont aux alentours de la quatrième, cinquième place, donc voilà, Quatrième, et ils devraient affronter dans le derby New York City. ce serait beau ça. Ça, c'est incroyable. Franchement, ça c'est une affiche qui me fait kiffer. T'as vu, on pourrait avoir un derby en playoff entre New York et New York. Et aussi, on pourrait avoir un duel pour la première place de la conférence Est entre les deux, Ouest, pardon, entre les deux Los Ouais. Angeles. Un trafico, ce serait cool, hein. Un bon trafico Il y en a eu, hein. bien décisif. C'est clair, c'est clair. Bon, du coup, sinon, au vu de la rencontre, bah, malgré le fait qu'ils aient mené très tôt Philadelphie, finalement, ils ont fait peut-être moins de tirs que New York, mais ils ont été beaucoup plus dangereux. On voit surtout les XG de 38 à 1,68, 12 Après, tirs, mine de pour rien. les XG, pour les XG, je sais pas, mais je crois que New York, ils ont tapé 4 fois les montants. Oui. Et ça rentre pas dans les XG malheureusement. Donc voilà, ça aussi, ça a rééquilibré. Parce J'avais que c'est vrai oublié, qu'ils ont c'est vrai tapé que 4 j'avais fois la barre oublié. transversale sur cette rencontre. New York. C'est vrai. Je me rappelais plus carrément. C'est vrai que tu me l'as fait penser. Que j'avais vu ça, j'étais choqué.
J'étais choqué. C'est vrai qu'ils ont eu vraiment eu de la malchance. Mais Philly, voilà, pour dire, ils ont quand même 7 tirs cadrés, 12 tirs, 7 tirs Après, la cadrés, ils sont victoire de très Philly est équilibrés. méritée. Voilà, La victoire de Philly est c'est méritée ça. pour moi. Ils Mais sont pas laissés on a faire, en assisté à fait. C'est ça. En fait, c'était un match ouvert. C'est un Mm. match où les deux équipes ont accepté le déséquilibre. Et on a eu un match un peu qui a un peu ping-pong qui allait un peu dans tous les sens d'un but à un autre. Et à ce jeu-là, c'est Philadelphie qui a réussi à être le plus clinique et le plus efficace. À noter aussi un très bon André Blake qui a aussi réalisé de très beaux arrêts, des arrêts importants dans la rencontre pour Philly. Et je pense que si la différence est jouée là, parce que Carlos Coronel, lui, a eu du mal à son premier poteau parce qu'il s'est pris deux fois le même but, deux fois la même frappe au premier poteau. Donc voilà. Et puis aussi le retour en tant que buteur de Mikel Ouré et Tai Baribo. Qui est en Euh, confiance, lui, hein. oui, oui, Baribo qui est plutôt en confiance, qui n'avait pas remarqué après, je crois. Mais j'ai pas regardé ses stats pendant la League Cup, mais je sais que forcément, il avait planté, on en avait parlé, et après, il avait plus planté. Comme d'hab. C'est C'est comme ça, c'est le toujours comme théorème. ça, hein. Le théorème, forcément. Mais attends, laisse-moi vérifier. Oui, il a planté 2 buts, mais est-ce que c'est en X-Cup? Oui, c'est ça. Et oui, son dernier match, il avait planté, non, en X-Cup, ouais, il a mis un doublé contre Cincinnati en X-Cup, doublé contre Montréal, doublé contre Colorado. Oui, c'est vrai que bah, Cincinnati Philadelphie, pardon, est allé plutôt loin en League Cup, donc il a pu planter. Et oui, oui, il est vraiment vachement en forme et c'est plutôt une bonne recrue. Et ils ont finalement bien remplacé Julian Carranza. En tout cas, les stats parlent pour lui. C'est ça, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et ils ont retrouvé Mikel Ory qui replante. Ouais, il avait planté en League Cup, mais en MLS, ça faisait depuis le mois de juin qu'il avait plus planté. Ouais, ouais, donc c'est ça, c'est important aussi dans la course à la qualif pour les playoffs. Mm. Voilà. Philadelphie, du coup, qui revient un peu. Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à arracher ces playoffs? Je pense que c'est une équipe maintenant qui est aussi habituée aux playoffs. Et Eux, sur ils ont les dernières l'expérience, c'est saisons. sûr, hein. C'est ça, sur les dernières saisons, ils nous ont montré que voilà, ils sont capables d'être un peu force tranquille. Un peu une équipe qui cruise, un peu, voilà, qui n'est pas totalement à fond, mais qui arrive quand même à atteindre ses objectifs depuis quelques saisons. Donc moi, je les vois se qualifier. Et je pense que ça peut être une équipe assez chiante à jouer, assez dangereuse pour certaines équipes en tout cas. Après, tout dépendra de comment la conférence s'organise et à quelle place finira Philly, parce que je pense qu'ils peuvent peut-être atteindre mieux que la huitième place. Mais par exemple, contre une équipe comme Cincinnati, ça peut être un match piège pour Cincinnati, par exemple, tu vois. Donc Oui, aussi, oui. c'est pour ça que tout dépendra aussi du classement. Je pense qu'il y a vraiment Euh, que l'Inter Miami qui est au-dessus, vraiment au-dessus, qui je pense passera quasiment peu importe l'équipe contre laquelle ils joueront. et Mais Columbus, peut-être. et ouais, Columbus, ouais aussi, oui, 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 voilà. Euh, Mais sinon le reste c'est ouvert. ce que je disais aussi, c'est qu'ils ont eu la chance de eux gagner, contrairement à leurs rivaux directs, tu vois, du fond du classement. Nashville a perdu, Chicago a perdu, New England a perdu, Montréal a perdu. Au Ah final, oui, t'as donc que c'est vraiment une DC, superbe opération. Ouais. c'est ça, DC, Philly et Atlanta, donc du coup qui sont collés, hein, et qui sont de nouveau collés, mais Philly a réalisé une super opération. Et c'est ça aussi qui fait que ils peuvent continuer d'espérer d'accrocher la huitième, voire enfin la neuvième, voire la huitième place même. Ils sont pas si loin que ça, à seulement 3 points de Toronto. Donc ils étaient dans le mal, ils étaient même derniers de la conférence pendant un moment de la saison et on s'est dit waouh, ça va être dangereux pour eux. Ils ont su revenir et revenir dans la course. Donc pourquoi pas. En tout cas, on a hâte de voir ça. Ça va être une équipe dangereuse. Et côté New York, tu penses que c'est pour eux, c'est quasi validé le top 4 quand même. Ils ont 3 points Je d'avance sur New pense, York, hein, sur City. ouais, je pense quand même que le top, peut-être pas le top 4, top 5. Allez, on est Top gentil, 5, top ouais. 5. Top 5 garanti, qualification garantie en playoff, je pense que c'était la mission. T'as perdu quand même, là t'es sans Emile Forsberg, qui voilà, t'as perdu aussi pour moi.
je pense, l'une des pièces les plus importantes du système de New York avec Frankie Amaya qui est parti lors de ce mercato. Et je pense Oui. que ça va se ressentir sur l'équilibre de l'équipe parce que je pense que ils avaient trouvé le bon compromis avec la paire Edelman-Amaya Mm. devant la défense. Et là, je trouve quand même que notamment sur cette rencontre et depuis quelques matchs, voilà, l'équipe un peu plus déséquilibrée et plus facilement transpercée par les attaques adverses. Je trouve que dans le dos des milieux de terrain, les joueurs sont un peu trop libres. Et il va falloir retrouver ce nouvel équilibre et peut-être retrouver une solidité un peu plus conséquente. Ça, tu vois, ça me fait penser un peu au milieu de Lyon, si tu vois. Le milieu de Mm. terrain de Lyon qui, voilà, sans ballon, a du mal et qui se retrouve très facilement éliminé. Et ce qui laisse la défense quasiment en un contre un ou tu vois, dans des situations assez difficiles. Bah, je trouve qu'avec la perte de Amaya, c'est ce qui est en train de se passer pour New York. Donc attention, Alors, moi je tire quand même la sonnette d'alarme. tu parlais de Lyon. Alors moi, je vais pas te parler de Ernest Nuamwa, mais d'un autre Ghanéen. C'est celui qui a remplacé, en tout cas sur le papier, Amaya. C'est Ronald Donkor, petit jeune Ghanéen de l'académie, qui a 19 ans, qui a déjà joué 11 matchs cette saison et qui devrait, en tout cas sur le papier, le remplacer. Écoute, on verra ce que ça donne, hein. Il est petit, il est jeune, à côté d'un jeune aussi, Edelman. Mhm. À voir s'il arrive à remplir son rôle. Ouais, ouais, on lui laisse le temps voilà, de se développer tranquillement. Il reste un joueur jeune et puis voilà, il a quand même des qualités. Le balle au pied, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Il a quand même de la qualité, donc à voir. Mais en tout cas, sur les phases défensives, pour l'instant, ils sont pas encore au point. Et c'est normal parce Mm. que c'est une nouvelle paire au milieu, donc faut que les automatismes aussi arrivent tranquillement. Yes. On va terminer, Thomas, sur les classements et sur les résultats. Alors, tu vas mettre le classement, mais je vais juste annoncer les résultats en attendant, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la fiche des résultats. Donc, les autres matchs où il s'est passé des choses intéressantes, le Los Angeles FC a perdu, à la surprise un peu générale, face à Houston Dynamo 2-0. Olivier Giroud est rentré, mais il n'était pas titulaire. San Jose s'est incliné à domicile face à Minnesota sur le score de 1-2. Le Real Salt Lake a gagné 2-0 face à New England. L'Inter Miami est allé gagner 4-1 du côté de Chicago. On s'y attendait. On s'y attendait, ouais. Euh, Colorado s'est imposé sur la pelouse du Dallas FC 2-3 du coup. Un match en plus qu'on avait dit qu'il était à regarder et qu'il serait spectaculaire. C'est clair. Et puis, Petar Boussa, peu importe ce qu'il arrive, il continue de marquer, hein. Et en plus, oui, Columbus, ils ont marqué à la 93e. Il y a eu un but, il y a eu un penalty loupé de Mihailovic. Mais heureusement, l'attaquant a suivi. C'était assez fou. Ensuite, on a Vancouver qui est allé gagner face à Austin sur le score de 1-0. Charlotte qui a perdu 0-1 contre Atlanta. Columbus Crew qui s'est imposé 4-2 face au New York City. Ça aussi, Euh, c'était un match très, très, très spectaculaire. c'est ça. Orlando City a gagné facilement 3-0 grâce à Nashville, c'est dur, hein. Ouf. j'allais dire Ferran Torres. Facundo. Facundo, merci Torres, 3-0. Nashville, c'est Cincinnati dur, hein. Ouf. a étrillé Montréal 4-1. Et enfin, DC United est allé gagner 3-1 face à Toronto pour un rival direct de la conférence Est. D'ailleurs, on voit le classement. Donc, du coup, l'Inter Miami à l'Est est toujours premier avec 8 points d'avance. Bon, ça devrait rester comme ça derrière Cincinnati. On a Columbus qui peut revenir sur Cincinnati et les dépasser, hein. Ils ont deux matchs en retard. Le New York Red Bull, eux aussi, sont loin derrière, on va dire, ce trio de tête. Mais ils sont décrochés de devant, enfin, de ceux qui sont derrière eux. Donc, faut qu'ils fassent attention. Ils sont plus qu'à 3 points de City. Mais ils ont eu de la chance que City ait perdu aussi ce week-end-là. Ensuite, on a Charlotte et Orlando, 7e, qui revient tellement bien dans la course alors qu'ils étaient très mal barrés. Toronto, premier barragiste, derrière avec Atlanta. Aussi Atlanta qui arrive à bien gérer finalement le passage sans Giacomakis et Almada.
Philly, on en a parlé forcément. DC United, Montréal, New England, Chicago et Nashville se séparent pour seulement 3 points. Et puis on a les 3 derniers à seulement égalité. Donc ça joue juste au goal average. C'est assez fou. On passe à la conférence Ouest, du coup, avec le Los Angeles Galaxy, premier, mais qui peut se faire attraper par le Los Angeles FC. Derrière, à égalité, on a Real Salt Lake, mais qui devrait sûrement rester troisième. Attention en tout cas à Salt Lake, à Colorado. Hein. Colorado qui est assez Mine de rien, ahurissant la ouais. performance qu'ils font. On avait misé sur eux après Thomas. Hein. On n'était pas mauvais, hein, mais Ouais, je sais pas si le mercato nous avait donné à peu près les. vous nous avez hypé. Hein. Voilà, après on s'attendait pas à ce point-là à ce qu'ils performent, mais on s'attendait quand même à une place en playoff assurée assez aisément quand même. Mm. C'est clair. Gros boulot du côté de Colorado. Vancouver, qui fait pas de bruit, qui est cinquième. Et juste derrière eux, on a Portland, Houston, Seattle, qui sont 3 équipes à 40 points. Donc là aussi, ça va se taper jusqu'au bout pour savoir qui sera sixième, septième, huitième. Mais qui esquivera surtout, j'ai envie de te dire, les deux Los Angeles. Et ensuite, on a Minnesota, dernier barragiste, à la neuvième place. Puis Austin, Dallas, qui peuvent encore jouer les barrages. Derrière, Sporting, Saint-Louis et San José, ça va être difficile. San José, c'est déjà mort pour eux, j'ai envie de dire, quasiment. Et ouais, Sporting et Saint-Louis, ça peut le faire encore, mais ça va être très difficile. Voilà pour nous. On vous dit du coup merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve la semaine prochaine, Thomas. Ouais, Allez, ciao, ciao.